Mesdames et messieurs de la presse, bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour la première fois dans ce cadre depuis ma nomination. Comme je l'ai dit hier à l'occasion de la journée nationale de la presse, nous nous verrons régulièrement parce que dans le cadre du gouvernement de l'Union sacrée, la redevabilité est une question qui figure au premier plan. Nous allons être transparents dans la communication pour que le peuple qui a voulu que nous puissions être là où nous sommes se sente concerné. Cette première conférence de presse arrive à un moment particulier de notre histoire parce que, comme vous l'avez suivi il y a quelques jours, la première décision qui a été prise par le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, c'est cette décision de décréter ou de proclamer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et vous avez tous suivi hier le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, parler aux compatriotes pour expliquer le bien fondé de sa démarche. Dans la foulée, il a signé des ordonnances, l'une proclamant l'état de siège dans ces deux provinces et une autre parlant de la mise en œuvre de comment cet état de siège va se dérouler. Et aujourd'hui, je me retrouve donc devant vous avec le porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, le général Kassonga, que vous connaissez bien, et le colonel Mwanamputu pour le corps de la police nationale. Dans les minutes qui suivent, ils pourront vous expliquer ce qui se fera au niveau du maintien de l'ordre qui dépend de la police et au niveau de la défense. Et donc, je disais donc tout à l'heure, consécutivement à son annonce, le président de la République a signé deux ordonnances. L'une portant proclamation de l'état de siège et l'autre portant sur les mesures d'application de l'état de siège sur les deux provinces de la République démocratique du Congo que j'ai mentionné précédemment. Le président de la République a levé cette option salutaire et inédite pour cette troisième République dans le seul souci de mettre fin à plus de 2 décennies d'assassinats, de meurtres de tout genre. Ces actes d'une violence singulière qui figurent dans les registres des crimes les plus odieux de l'humanité ne devront jamais rester impunis. Mesdames et messieurs de la presse, l'état de siège ainsi proclamé dans le strict respect de la loi permettra au gouvernement de déployer une administration militaro-policière dont le mandat a été spécifié dans l'ordonnance portant mesures d'application pour déployer toutes les stratégies pouvant permettre de régler définitivement la question sécuritaire dans cette partie du pays et apporter la paix à nos compatriotes s'ils l'ont meurtri et ainsi permettre de lancer une dynamique de développement. L'état de siège était un régime de crise prévu par notre Constitution pour prendre en charge les menaces qui touchent à l'intégrité du territoire national. Il durera 30 jours avec possibilité de prorogations successives de 15 jours suivant la procédure en la matière. C'est donc une situation temporaire qui a pour but entre autres de dissuader et de contraindre toutes les forces négatives à la reddition. Les cas échéants, ils subiront toute la rigueur de la loi. Pendant cette période, en aucun cas, les autorités militaires et policières qui seront nommées dans les prochaines heures, parce que comme vous le savez, c'est demain, c'est jeudi que l'état de siège va se déployer, les autorités policières, militaires et policières qui doivent les diriger, qui auront donc la charge de province dans cette période, ne doivent déroger aux droits et principes fondamentaux ci-après. 1. Le droit à la vie. 2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. 4. Le principe de la légalité des infractions et des peines. 5. Le droit de la défense et le droit des recours. 6. L'interdiction de l'emprisonnement pour des dettes. 7. La liberté de pensée, des consciences et des religions. Dans l'accomplissement de leur mission, au regard de ce contexte particulier, les autorités militaires et policières sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans le respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Leurs missions spécifiques
sont contenus dans l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège que vous recevrez tout à l'heure. Mesdames et messieurs de la presse, la conférence de presse de ce jour inaugure une série d'activités de communication qui sera menée durant cette période en vue de répondre positivement à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à toutes les forces vives, y compris à vous, les professionnels des médias, pour qu'ensemble, dans un élan patriotique, nous apportions tout notre soutien à nos forces armées et à notre police nationale qui seront particulièrement sollicitées durant cette période. Mesdames et messieurs de la presse, cette décision souveraine du chef de l'État est une réponse aux demandes pressantes de nos sœurs et frères issus de cette partie du pays. Ils l'ont exprimé à travers leurs députés nationaux. Ils l'ont exprimé à travers de manifestations dans les rues de Béni, Bunia et Goma. Par cette initiative, le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour assurer la logistique et les moyens matériels nécessaires aux forces armées et à la police nationale qui sera déployée sur cette partie du pays. N'oublions pas que nous avons perdu des millions de compatriotes, que nous continuons de perdre des milliers. Nous avons tous le devoir, au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos convictions religieuses, au-delà de nos provinces d'origine, de placer notre confiance à l'action du chef de l'État et de son gouvernement pour que cette fois-ci, nous puissions défaire l'ennemi. Pour mieux comprendre la portée de la proclamation de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu, ainsi que ses mesures d'application, définies dans les ordonnances présidentielles 021/15 et 021/16 du 3 2021, le porte-parole de l'armée et de la police, ici présents, sont disponibles pour toutes les questions d'ordre technique relevant de leur secteur respectif. Je voudrais donc, après ces mots introductifs, passer la parole au général Léon Richard Kassonga pour son petit mot introductif qui sera suivi du commissaire supérieur, Pierrot Mwanamputu, pour le compte de la police nationale. Et après, nous pourrons avoir notre séance des questions. Mon général, vous avez la parole. Merci, sir. Comme vous le savez, les forces armées n'ont pas vocation de faire des discours. Les forces armées ont vocation de faire le travail et de le faire conformément aux textes qui les régissent et aux sermons que nous avons prêtés. Parce que vous le savez, les militaires congolais sont les premiers ouvriers du peuple congolais et au service du peuple congolais. Nous avons choisi de servir le pays sous le drapeau et donc de mourir à la place de notre peuple. C'est ça le sens de notre serment. C'est également le sens de ce qui est célèbre dans ce pays, ne jamais trahir le Congo. Nous n'allons pas trahir le Congo en n'exécutant pas ce qui ne nous est pas demandé. Les ordonnances sont là, elles déterminent le cadre, elles énumèrent les actions à entreprendre, à exécuter. En tant que militaire congolais, à votre service, au service du peuple congolais, notre devoir, c'est de les exécuter correctement en suivant l'esprit et la lettre des législateurs. Pendant la période concernée, nous allons faire notre travail de tous les jours. Cette fois-ci avec une différence, ce que le commandant militaire gère en même temps la province, mais aussi les troupes qui sont les éléments de manœuvre sur le terrain. Ces troupes sont sous ses ordres, il les commande pour le rétablissement de la paix, pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Dans ce travail technique, j'en conviens, quiconque pose un acte qui va dans le sens d'empêcher l'armée d'atteindre le fait final recherché, qui est la paix et la restauration de l'autorité de l'État,
celui-là va sûrement énerver la loi et la loi va le frapper durement. Nous sommes au service du peuple congolais. Dans l'exercice de nos missions, nous avons le devoir, l'obligation de respecter les droits de l'homme, de respecter le droit international humanitaire, mais ce qui est spécifique à l'armée, c'est de respecter les règles d'engagement. Les règles d'engagement consistent en ceci. Quand vous avez par exemple des rendus ou des capturés sur le théâtre, vous les traitez de manière humaine. Vous leur donnez à manger, vous leur donnez à boire. S'ils ont besoin de soins, ils reçoivent ces soins. C'est en cela que nous sommes différents des bandes armées. Nous sommes différents des groupes armés, des groupes terroristes et de tous ceux qui sont à la base de l'insécurité à l'est de notre pays. Pourquoi nous sommes devant vous? Son Excellence, Monsieur le ministre, l'a dit. Nous voulons contraindre ceux qui sont à la base de l'insécurité. Si pas à se rendre, tout au moins être neutralisés de manière définitive. Nous en avons et les capacités et la logistique. Nous allons y parvenir. Mais pour y parvenir, c'est vous, les faiseurs d'opinion. C'est vous qui allez expliquer à notre population, à notre peuple, la manière dont nous allons procéder, la manière dont nous allons nous comporter pour éviter que demain, ça soit autre chose. Parce que, le ministre l'a dit, et je le reprends, c'est l'obligation des résultats. Les résultats, c'est la paix. Les résultats, c'est la tranquillité. Et nous allons faire ce travail conformément à l'esprit des 2 ordonnances signées par le chef de l'État, parce que c'est ça notre cadre juridique, c'est ça l'émanation des obligations que nous allons accomplir au jour le jour pendant 30 jours. Excellence, je termine. Je vous remercie, mon général. Parole à un inspecteur divisionnaire, c'est ça. Au commissaire supérieur. Au commissaire supérieur, merci. Vous avez la parole. Commissaire supérieur. Dans l'évolution de la société, depuis la cueillette, l'âge de la pierre taillée, la vengeance privée et la loi du plus fort, les humains se sont organisés et se sont convenus en se dépouillant de certaines prérogatives, c'est-à-dire de certaines souverainetés, une partie de souveraineté, pour remettre ça à un gestionnaire qu'ils ont appelé Léviathan. Et le Léviathan, lui, avait notamment les prérogatives d'assurer l'ordre public. Et l'ordre public, c'est quoi en fait? Ce sont des règles obligatoires à l'organisation de la nation, c'est-à-dire la société, à la santé, à la morale, à l'économie, à la sécurité des biens des personnes, à la paix publique et aux libertés individuelles essentielles. Et en temps de paix, le Léviathan que nous appellerons l'autorité politico-administrative est légalement investi du pouvoir de maintien de l'ordre public. À ce fait, il a 2 représentants ou un bras séculier qui lui permet, n'est-ce pas, de réguler la société. Nous avons parlé des institutions empiriques de répression, notamment la police, ainsi que le parquet. Donc, en temps normal, l'autorité politico-administrative a le pouvoir de gestion des polices et de l'ordre public. Et à supposer que maintenant, dans la gestion
c'est comme nous venons de dire, qu'il y a des circonstances graves à même de porter atteinte à l'intégrité et à l'indépendance de notre pays, avec comme conséquence d'avoir l'emprise sur le fonctionnement régulier des institutions. Alors le président de la République, qui est le commandant suprême et garant de la nation, dispose des régimes de défense. Il peut déclarer la guerre lorsque nous sommes attaqués par des troupes étrangères, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Au pied de l'article 86, après une ordonnance prise en conseil des ministres, délibérée en conseil des ministres, après avis du conseil supérieur de la défense et après autorisation des deux chambres du Parlement national. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus le cas où il y a des catastrophes, des inondations qui empêchent, qui troublent la sécurité publique. Dans le cas d'espèce, il prend un acte réglementaire d'exception pour réglementer la société en état d'urgence. Et dans ce cas précis, l'on donne des pouvoirs exorbitants à l'autorité politico-administrative, les civils. Le cas d'espèce, nous l'avons vu avec la pandémie ici. Mais lorsque le pays est assiégé, il y a des parties des zones de non-État où l'autorité du pouvoir établi ne s'exerce plus. Il y a l'escalade de la violence, à même de porter atteinte à l'intégrité et à l'indépendance nationale. Le président de la République, au pied de l'article 85 de la Constitution, de la loi fondamentale, prend une ordonnance après l'élévation du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense, et après consultation du président des deux chambres sur le cas d'espèce. Pour l'état d'urgence, on a donné des pouvoirs exorbitants aux autorités politico-administratives traditionnelles et les pouvoirs de police exorbitants. Mais dans le cas d'espèce pour l'état du siège, on donne parce que l'autorité administrative qui était investie du pouvoir de gestion, pouvoir de police, du pouvoir de la République, a failli à la gestion de la menace. Et il est subrogé par l'autorité militaire. Et c'est à tous les niveaux. Au niveau de la province, au niveau des entités décentralisées, c'est-à-dire la ville, la commune, le secteur, ainsi que non pas les territoires, et la chefferie. Ils sont entités décentralisées, pourquoi? Parce qu'ils sont sujets des droits. Ils ont l'usus et le fiduciaire. Des entités déconcentrées. Nous avons les territoires, nous avons le groupement, nous avons le quartier, nous avons les villages. Ils sont dépourvus, ce sont des circonscriptions administratives qui sont dépourvues de la personnalité juridique. À tous ces niveaux-là, on va remplacer des militaires et ou des policiers. Parce que l'autorité politique a failli. Lorsque nous, au niveau des médias, nous avons compris cela, quand on expliquait, il n'y aura plus la zone de turbulence auprès de la population.
que maintenant, l'autorité politique administrative traditionnelle a été subrogée par l'autorité militaire en province. Et tout ce qui avait comme juge naturel, le juge des droits communs, se retrouve ipso facto devant les juges militaires. Et donc, si vous arrivez à violenter la loi pénale, vous l'énervez, soyez-en rassurés que vous vous retrouverez non pas devant un confrère à vous, non pas devant un ministère public que vous avez l'habitude de régager, mais vous retrouvez devant vous quelqu'un qui a bien entraîné, en train de vous poser des questions, et vous avez le traitement de celui qui a comme juge naturel le juge militaire. C'est ça la gravité de la situation. C'est comme ça que le chef de l'État, le commandant suprême, nous a dit: n'énervez pas ceux qui sont au front. Et quand vous allez là-bas, les immunités ne vont pas vous défendre. Je dis tout de suite non. Dès que vous avez fait ça, vous êtes cueillis. Voyez-vous? Et pour les... Nous avons parlé de l'autorité militaire de province, en province. Le général a bien expliqué qu'il aura le commandement des opérations, il aura la gestion de la province, il aura la gestion de la police et de l'ordre public. Mais avec des pouvoirs exorbitants. Beaucoup de confrères, j'ai lu ce matin, qui ont dit qu'ils ont le chèque en blanc, ils vont énerver les droits humains. Je suis désolé, parce qu'ils n'ont pas reçu un chèque en blanc. Dans l'acte réglementaire exceptionnel, il y a de droits et libertés garantis auxquels il ne faut pas déroger. Notamment le droit à la vie, le droit, n'est-ce pas, à la propriété. Et il y a une série de droits et libertés qui ont été mis de côté. On a demandé à l'autorité militaire de province de ne pas y déroger. Et s'il est fait, il sera relevé devant ses fonctions, non pas seulement être relevé, et présenté devant son juge naturel, devant la cour martiale, pour vous en rendre compte. Donc moi, je n'ai pas intérêt à me retrouver là-bas. Voyez-vous? Et donc, ne pensez pas que ceux qui sont là-bas vont faire du n'importe quoi. Non. Et puis, en matière de police, ce sont les mêmes policiers que vous avez vus là-bas, ils seront là. Mais maintenant, avec un cas d'exception, il sait qu'il est prenable à tout moment. Il est prenable à tout moment et devant une cour d'exception. Et ça te fait revenir à l'humain. Ton fort intérieur va te dire, pour ton bien-être, pour l'évolution future de ta carrière, tu as intérêt à t'abstenir, à poser des actes tendant à énerver la loi pénale. Et il y a des pouvoirs de police ou de l'ordre public. Il est vrai dit que lorsqu'on veut faire la perquisition, la loi en matière vous dit de 5h à 21h. Mais dans le cas d'espèce, des nuits et des jours, 4h du matin, nous venons. À minuit, nous venons. À 3h du matin, nous venons. Je suis en train de prier, on vous prend. Vous voyez la différence? Parce que nous devons atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État commandant suprême. La restauration de la paix. On doit extirper la violence et tous les supplétifs.
Et donc, je ne pense pas, à l'heure actuelle, que nous soyons dubitatifs. Non. Nous comptons auprès de vous, chers aînés, pour qu'une fois, vous puissiez, n'est-ce pas, nous aider à bien dire les choses. Moi, j'ai pas peur. Je vois des têtes et des mains expertes ici dans la salle qui vont nous faire gagner, n'est-ce pas, cette histoire ici, un champ d'hostilité. Moi, je n'ai pas peur. Je sais, il suffit seulement que vous fassiez appel au bon sens. Vous dites non, il y a eu des migrants. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ces histoires ici? Et les autres seront étonnés de voir que vous avez changé. Nous, est-ce que nous n'avons pas tenu le moi? Et qu'il y a des redditions, qu'il y a la paix, tout ça. Mais si à partir de nous-mêmes, nous commençons déjà à douter, nous dire non, mais c'est de n'importe quoi, c'est déjà entendu, tout ça. Non. Votre Excellence, je ne suis pas moraliste, mais j'ai pensé les amener à nous rejoindre un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire supérieur. On va passer à l'étape des questions. Les sujets principaux, c'est sur l'état de siège. Alors, on va faire un effort pour économiser le temps. Une question par personne, on évite la répétition. On va voir comment on va continuer. On commence par Achille Kadima. Le principe, c'est que vous me posez à moi les questions et je me ferai compléter par les officiers à ma droite. Vous avez un micro? Merci, Monsieur le ministre. Prendre toujours pour contraindre les forces négatives à se rendre, sinon prendre toujours pour pouvoir le neutraliser. Doit-on dire qu'après 30 jours, nous allons nous retrouver dans cette salle pour pouvoir célébrer la victoire? Ça fait 20 ans que nous sommes au front dans ce pays. Ça fait 20 ans que les efforts de développement sont plombés. Ça fait 20 ans qu'on a tout essayé. Mais on n'avait pas encore essayé l'état de siège. J'ai le devoir d'être optimiste. La réalité du terrain, nous ferons le poids de toute façon. Les moments venus, on envisagera même un voyage de presse pour que nous puissions aller voir. Tout dépendra de la disponibilité. Mais l'idée ici, c'est de commencer parce que cette fois-ci, il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus de refuge. C'est un moment temporaire, mais c'est un moment qui permet à nos forces armées et au gouvernement d'avoir tous les moyens qui lui permettent d'agir et de mettre fin à cette situation. Donc je prendrai peut-être pas les paris qui est le vôtre parce qu'il y a les réalités du terrain, mais je suis optimiste que nous allons y arriver. Madame Mimi Ngumba. Merci pour la parole. Je voudrais savoir si le gouvernement a pris soin de rappeler à Kinshasa tous les officiers, du moins de l'échelon 1 à 3, qui ont dirigé la guerre à l'Est pendant toutes ces dernières années ou ces derniers mois. Pour éviter une influence négative à l'état de siège actuel. Je me ferai compléter sur cette question par le général Kassonga. Mais ici, il faut faire très attention parce que très souvent, quand on parle de notre armée, on ne fait pas attention à des victoires que nous remportons. Très souvent, même, c'est focalisé sur des cas spécifiques, des violations qui existent d'ailleurs partout. Et tous les journalistes ne sont pas saints, tous les musiciens ne le sont pas. Mais dans les cas qui nous concernent actuellement, je crois que tout ce qui nous a été reproché, ou tout ce qui a été reproché à l'armée, a été pris en compte pour que cette opération, quand elle sera
lancé, cet état de siège quand il sera lancé, que toutes les chances soient de notre côté, mon général. Oui, très souvent, des gens se retrouvent dans des grands salons, ou en tout cas dans des agoras à gauche, à droite, pour devenir des spécialistes de questions militaires. Et quand ils abordent des questions de l'armée, ils croient en connaître plus que ceux qui gèrent au quotidien les forces armées, qui sont une machine faite pour gagner la guerre, mener et gagner la guerre. Et les hommes sur le terrain, qu'on appelle les éléments de manœuvre, c'est des gens qui ont subi une formation de qualité, c'est des gens qui ont accepté d'abord de servir le pays sous le drapeau, ils ont subi une formation de qualité et ils prestent sous le drapeau depuis longtemps. Ils sont à la base de beaucoup de victoires engrangées sur l'ennemi, mais ils sont également des humains qui par moments ont des faiblesses. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, nous avons été délistés. On nous a enlevé, on a enlevé les FARDC de la liste des gens des armées qui ne respectent pas les droits de l'homme. On nous avait enlevé de la liste des gens qui étaient comme si l'armée congolaise était un conglomérat de violeurs. On nous avait qualifiés de violeurs et tout. Et pourtant, la réalité était tout autre. On nous a enlevé toutes ces listes-là, de la même manière qu'on croit savoir, on suppose, on projette. Non, les éléments qui sont là-bas serrés de mèches ou auraient servi. C'est pour ça que bon, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Si vous dites, les militaires ont longtemps travaillé au front, ils peuvent être relevés, réorganisés pour un déploiement futur ailleurs. Vous comprenez. Mais ce qui est essentiel, je l'ai dit dans la petite introduction, c'est l'effet final de rechercher qui est l'objectif principal. Et cet effet final de rechercher, c'est restaurer la paix. Quoi qu'il en coûte. Nous en sommes capables. Souvenez-vous quand même, il y a des grandes batailles qui ont été menées dans ce pays. L'M23, vous vous souvenez, c'est quand même 2-3 jours, alors que c'était une machine présentée comme invincible. Vous vous souvenez, il y a d'autres mouvements, je ne suis pas là pour ça. Mais les hommes qui sont là sont prêts à faire leur travail en exécution des instructions du commandant suprême, conformément également aux textes légaux et réglementaires, aussi aux ordonnances qui viennent d'être. Donc, il y a des hommes aussi qui peuvent être élevés, mais il y a également des hommes neufs formés, des unités fraîches, qui peuvent se déployer n'importe où. L'essentiel étant qu'à terme, on obtienne ces résultats-là et nous allons y parvenir. Question de Sakolo, puis ce sera Élisée Odia et on passera de l'autre côté. Question d'auditeur de Top Congo FM. Le gouverneur militaire devient le commandant des opérations dans l'entité sous son contrôle. Que deviennent notamment les commandants des opérations Sokola, les commandants de la 3e zone de défense? De qui vont-ils relever? Ensuite, quelles sont les dispositions prises pour éviter les bavures sur le terrain? Puis des multinationales impliquées dans les conflits de l'Est. On a beaucoup parlé d'exploitation des richesses à la base de ces conflits qui perdurent. Que prévoit le gouvernement pour les mettre éventuellement hors d'état de nuire? Et y aura-t-il coopération avec des pays voisins afin de mener à bien ces opérations? Toute dernière question. Y a-t-il déjà une solution pour les miliciens, les membres des groupes armés qui déposeront les armes? Est-ce qu'on aura la situation enregistrée les années précédentes, des personnes qui se rendent, qui sont réintégrées dans l'armée et qui seront donc amnistiées de tous les faits qu'elles auront commis? Merci beaucoup. Voilà, je veux commencer par répondre à la question sur le militaire. L'objectif ici, il faut savoir que notre armée est en opération dans l'Est. C'est connu et que cette mesure qui a été prise, c'est une mesure exceptionnelle justement parce qu'il y a eu des renseignements qui ont exigé.
des circonstances qui ont guidé les commandants suprêmes dans un tel choix. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, le Premier ministre, à l'occasion de son discours d'investiture, avait dit qu'on fusionnerait le programme de DDR et les programmes de stabilisation. Parce qu'ici, la solution qui passe par l'état de siège est une situation temporaire, qui vient régler un problème spécifique, mais les conflits de ce qui se passe à l'Est, c'est quelque chose qui doit être pris dans une dimension judiciaire, sociale, économique. Il y a toutes ces questions, parce que lorsque ces jeunes gens quittent les groupes armés, il faut les réintégrer, il faut leur trouver des issues dans la société pour qu'ils aient des activités qui leur permettent de vivre, leur faut oublier le métier des armes. Il y a des efforts qui seront faits dans ce sens. Et je pense que dans le cadre de ce qui y a été décidé, le président de la République, la République démocratique du Congo est entourée de 9 voisins. Je crois que par des canaux diplomatiques, des messages sont passés pour que les autres puissent être informés, parce que le Congo partage des frontières avec d'autres pays. Sur la question des multinationales et tous les restes, c'est des questions qui relèvent de l'autorité de l'État, c'est des questions qui pourront être abordées dans une prochaine communication, parce qu'aujourd'hui, les focus, c'est d'abord l'état de siège et ce qui est spécifiquement lié à son déploiement et à son cadre qui est fixé par les ordonnances qui vous sont distribuées dans la salle. Mon général. Oui, merci. Les préoccupations qui sont exprimées par Top Congo sont toujours d'actualité aussi bien ailleurs que dans l'armée. Nous faisons notre travail et nous le faisons de manière parce que nous rendions compte au peuple de ce que nous faisons, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas non plus de secret. Imaginez-vous, je l'ai dit au départ, les militaires sont les derniers ouvriers du peuple congolais qui sont à leur service. Et donc, quand un militaire a une arme, qu'il retourne son arme contre celui qui la lui a acheté ou qui lui a acheté l'uniforme et lui paye à la fin de chaque mois, sa place n'est pas au sein des forces armées. Et donc, les bavures, je commencerai peut-être par cet aspect-là. Nous avons toujours fait notre travail dans le strict respect des lois, mais également du règlement de discipline qui nous régit. Malheureusement, on peut avoir, sur 10 000 personnes, on peut avoir 2-3 soldats qui se méconduisent. Ce n'est pas pour autant que le comportement de ces 3 voyous réjaillisse sur l'ensemble du personnel de forces armées, parce que tel a fait poser tel acte, c'est toute l'armée qui endosse la responsabilité ou porte la même couleur ou boivent la même couleur. C'est pas cela. En termes de dépendance, nous n'allons pas ici vous donner les détails de ce qui va suivre, mais nous pouvons vous donner des indications. Il y a 4 niveaux où le travail va s'opérer. Il y a le niveau politico-stratégique. À ce niveau, c'est le vice-premier ministre à l'intérieur, c'est le ministre de la Défense et le Conseil supérieur de la magistrature qui conçoivent, qui édictent en exécution des ordonnances signées par les chefs de l'État. Deuxième niveau, c'est le niveau stratégique. Le niveau où se trouvent les chefs d'état-major général, le commissaire général de la police, les cours militaires. Ces cours militaires, on en parle pourquoi? Parce qu'elles vont désigner les officiers qui seront sur le théâtre en train de cheminer avec les hommes dans les opérations, dans les fouilles, dans les perquisitions, dans la recherche des armes détenues par des personnes n'ayant ni compétence ni qualité. Pourquoi ces cours militaires vont désigner des gens ou en tout cas édicter des lois? C'est pour que ceux qui vont exécuter ces tâches-là ne puissent pas aller au-delà du cadre qui est tracé. Et en cas de, la loi va frapper. Au troisième niveau, il y a le niveau opératif
Et là, c'est le gouverneur militaire qui travaille avec le commandant de région et le corps militaire opérationnel. Qu'est-ce que c'est qu'une cour militaire opérationnelle? Au niveau stratégique, la cour militaire a conçu, au niveau de la cour militaire opérationnelle, celle-là, au jour le jour, elle est collée, elle colle au dos les militaires, à la peau, partout où ils passent, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infraction. Donc, comme on dit, elle cherche les infractions dans l'exécution des tâches. Aussitôt que l'infraction est décelée, sur le théâtre même, en séance urgente ou illico presto, comme on dit séance foraine, l'homme est jugé sur le terrain, condamné, renvoyé pour exécuter, pour suivre la rigueur. Et le dernier niveau, c'est le niveau tactique. C'est quoi? Sur le théâtre, il y a des unités qui n'ont que pour mission d'exécuter les ordres qui ont été donnés. Ici, pour rencontrer la préoccupation de Top Congo, les secteurs opérationnels vont continuer à travailler pour faire le travail parce que c'est le niveau du terrain en contact avec l'ennemi, tout en protégeant la population et les grandes agglomérations. Ces secteurs opérationnels mènent des opérations, ce qu'on appelle dans l'art militaire la coercition, pour contraindre l'ennemi, si pas à déposer les armes, tout au moins à l'éradiquer par l'art militaire que nous avons appris. Voilà. En ce qui concerne maintenant le commandement des zones de défense, c'est des éléments de manœuvre également qui sont sous les ordres du gouverneur militaire qui les utilise comme il l'entend, conformément toujours au texte, parce que dans l'armée, dites-vous bien, on n'invente pas la roue. Elle existe, c'est mathématiquement calculé que tel ne peut s'arrêter qu'à tel niveau, et que quiconque va au-delà de ce niveau-là, la loi le frappe. Il y a également discipline, mais également la justice militaire. Donc, tout est pris en compte. En ce qui concerne les autres aspects, Son Excellence vous a parlé, je ne suis pas politicien, il vous a parlé des solutions pour les miliciens, et autres choses, c'est totalement politique. Moi, je suis militaire, mon art à moi, c'est de me battre pour vous protéger, pour que vous dormiez tranquillement, et je le fais, et je voudrais que je le fasse mieux cette fois-ci pour que l'ennemi cancérisé soit extirpé de chez nous, et que pour de bon, cette fois-ci, le développement devienne le lot quotidien. Élisée Odia. Quel est le rôle de la MONUSCO pendant cet état de siège et quid sur l'économie de guerre, qui dit quand même état de siège, dit économie de guerre, corrigez-moi si je me trompe, quelle sera l'économie de guerre qui sera appliquée? Qu'entendez-vous par économie de guerre? Il faut considérer que l'instauration d'un état de siège, on remplace les gouverneurs et tous ceux qui sont dans les chaînons administratifs par des militaires et des policiers. Les activités commerciales et les restants de la vie continuent. Sauf que cette fois-là, le gouverneur qui vient a un mandat qui est défini dans l'ordonnance présidentielle que vous avez, d'opérer et d'aller un peu plus loin. Ça veut dire, tous ceux qui pouvaient, je donne un exemple, moi je suis député national, dans un terrain où l'état de siège a été décrété, mes immunités ne valent plus dans l'hypothèse où je tombe justement dans les activités qui vont dans le sens de l'ennemi. Et donc il y a des mesures particulières qui sont prises, mais les gens vont continuer leurs activités commerciales normalement. S'il y a des mesures spécifiques, par exemple le couvre-feu qui requiert une décision du gouvernement qui a été prise, il aura la latitude de les faire et certaines autres dépendra de la concertation qu'il aura avec le gouvernement central. Mon général? Oui, tout à l'heure, j'ai entendu parler du rôle de la MONUSCO. Vous avez un cadre juridique qui est là, et dans ce cadre juridique qui nous préoccupe ou qui nous occupe à cet instant, nous nous en tenons à cela. Alors si vous avez une préoccupation extra, vous pouvez leur poser la question. Pour nous, c'est ici, là. Et là-dedans, nous n'avons parlé que des forces armées et de la police nationale congolaise. Merci. Voilà, on passe de ces côtés.
Jules Boulembi, c'est en français ou en lingala? Zela la souka. Déjà excellence, pardon. Vas-y, allez-y alors. Excellence, il y a du bosso. Qu'en est-il d'activité sportive? Parce que pour moi, il y a foot. Tout le monde a 6 ou 7 journées. Qu'en est-il d'activité sportive? Il y a mis balai. Le chef de l'État, oui, a dit Mboulamata a fait l'effort, après sa logistique. Mais excellence, nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Le problème, c'est la motivation. Est-ce que motivation mapinga akojuango na maboko poto bonita mapinga azobeta mungu mama bengi na Kinshasa babengani pichu na classe po na sisi frais scolaire. Est-ce que mapinga na biso bakozwa motivation na bango na maboko po babenga na mbala moko na bandi ke na motuna liboso ba le beta bana muri et beta ma peine na butu il faut pas obangisa batu. Il ne faut pas organiser que ce balobi état de siège batu bovana nanda kutongo ti lobby borobi maté bala ba okendeke là c'était non. Et ça ba mesure exceptionnelle. Je crois que na poko lelo mokonza mora repona ba ba osala kuna ba okende pe biso lelo to lobby lelo za mbala liboso to kutani. To continuer na kokutana pona ko limbolela bino ba situation ekozala ndenge makambo bandole na terrain suivant l'évolution. Pe soki to zuma ko ki to mema bino pe kuna. To ke bunya, to ke goma total à ndenge état de siège en koleka. L'essentiel ici est que il faut bailler que position au mokonzambo kazui a joué en poto mema kinya. Na motuna na ya mibale. Toko sanate ndeko. Biso moko peto yebi ni va makokini ni mboke ezali nango. Mais volonté politique eza makasi po lelo ko anesi. Lelo ka ba comment belela IGF partout. Ah, au sali boeke ba IGF. Au sali boeke ba IGF. Mais c'est parce qu'il y a justement un souci à quoi absorber ma coquine au son. Pour na bao etali ba soda, bao etali ba policier, bao etali ba enseignant, bao etali ba minganga na otanga ba journaliste pe na kati ba ngonyoso mutu na mutu place a sala ka musala na ye azwa eloko yo asengeli kozwa na suka ya sanza. Donc, la motivation volontaire mokonzambo kezali pe ba structure de contrôle na armée zo fonctionner na kasi. Que ceux qui n'habitent sur les bolandara mingi bo karaba procès salamaka que ba o nyoso ba kweyaka na mutambo ya ko yiba o ya ko simba mission boye en tout cas bazala makasi. Mon général c'est le ko ici ekoki on a armé on nous sala kambeba ceux qui justice militaire et bengi ezali souka. Mais bandeli zalaka règlement de discipline chef d'administration landeli comportement ya mutu mbeba salaka ba bengisi batuni mbala liboso ya mibale inspectorat général ya armée et l'équipe kotala ressources financières ressources humaines ressources logistiques ba pesi yo mukonja mampinga ici comme zali kuna zo commander bato na zamba to na province na région baboni lolenge kani ozali kosalela yango soki ekokani na mibeko ezali kogere to kosalisa yo po obatela basoda okamba malamu na biloko na bango te wana inspecteur asali rapport le ministre de la défense na chef d'état-major général efongoli nzela okende na auditorat okende koloba nini biloko wana osaleli yango ndenge elongo bani te. Donc la mesure existe. La parole, monsieur le commissaire supérieur. Merci beaucoup, Excellence. Je suis un école Gilles. Mais tout le monde a ce que je vous ai dit. Mais, au Tadia, il y a des gens qui sont au Tangi, il y a des gens qui sont bon, tu l'as vu, tu as. Il y a des gens qui sont Nimbo ko beta. Banda tongo tipo kwa kukulala. Ya liboso ngwana. Ya mibale. Olubike est-ce que kokoma kuna tango bakopesa lo meya. E kokoma penza na uyaza na kati na truc de fusilier aza kumunda itumba. Kanisa ka ke yo omoni yango pe oyoki sango na mabeboye. Okupupula yango te. Pour la cohésion nationale. Pour la mbango, la ministre. C'est bâti nous de qu'on a nos propres personnes.
ndeko mopro wibani kubenga na telefone ukuya olibine excellence yebisa mokonzi ya mboka telle situation naza na yango yango kosurprendre biso tolati mangala na motutu kuna na kati tozoganga okomi monguna c'est-à-dire makambo na yo wana ifunge koyebisa biso oyebisa mokonzi ya yo ayebisi na mokonzi na ye batingi sikoyo bato bakononga est-ce likambo yango eza ya solo bien ebotami kaka lokola machombe nde yango wana bakomema yo alobi ta motaki na likambo yango yeyo mpe bakamati yo bosali sikoyo kopita kuna tokona yango oza mabe te mpona nini yo olingi kobelela kaka sikotango bamoni keza yango te o batonyoka biso bajournaliste mais obelelaki déjà kobelela nanu te yaka epa ya mokonzi na yo yebisa ye ya koyisa mpa na bakonzi bakovérifie yango je crois que le sensationnel na mosala na biso eza na ntina te. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, alors, on va prendre, il fait chaud, on va prendre les 3 dernières questions. Kelly Kouté, Anastasie Toudiéché, Sonia Rollet, et on prendra les 2 dernières de gauche à droite. On commence par Kelly. Merci pour la parole. J'ai 2 petites préoccupations. La première est celle de savoir si les futurs gouverneurs qui seront nommés seront choisis parmi les militaires qui sont sur terrain, c'est-à-dire dans les 2 provinces, Nord Kivu et Ituri, ou bien ils vont provenir... ou bien ils proviendront d'ailleurs. Je pose cette question parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a une certaine méfiance qui existe entre les populations de l'Ituri et du Nord Kivu vis-à-vis des militaires qui sont sur terrain. Excusez-moi. La deuxième question est celle de savoir si les cabinets des futurs gouverneurs seront dans les chefs-lieux ou dans les zones où sévissent les groupes armés. Voilà, merci. Alors, à la première question, le président de la République, je crois qu'il y a une ordonnance qui sera signée ce soir ou demain, ou plus tard, je crois que ce sera ce soir, parce que c'est jeudi que l'état de siège va se mettre en place. Il nommera dans son pouvoir discrétionnaire. Je crois que sa nomination sera guidée par un certain nombre d'éléments qui sont guidés par les réalités des terrains. Je crois que ce que vous dites, les appréhensions de la population, les doutes sur l'origine des uns des autres, je crois que c'est des facteurs qui seront pris en compte dans le choix des gouverneurs, parce que les gouverneurs seront militaires, le vice sera policier et ce sera partout dans tous les chaînons administratifs où ils seront remplacés. Je ne sais pas si le général a un élément complémentaire à ces sujets. Excellence, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, il n'y a que lui qui le détient. Merci. Voilà. Je crois que l'ordonnance que vous avez en main fixe le nombre de membres du cabinet à 5 de chaque gouverneur qui sera désigné. Et chaque gouverneur, ces 5 membres de cabinet, 5, c'est sûr qu'ils seront autour de lui. Et que l'ordonnance ira plus loin. Le commissaire supérieur, Mwanamputu l'a expliqué, ce sera le gouverneur, le vice-gouverneur, ce sera le maire adjoint, et ça descendra au fur et à mesure de toutes les entités territoriales. Je crois que quand l'ordonnance sortira, on aura le temps de réagir dessus dans une de nos prochaines rencontres. Anastasie. Merci, monsieur le ministre. Vous avez le micro? Non. Allô, vous m'entendez? Ok. Merci, monsieur le ministre. La mobilisation semble effective, réelle, déterminée, mais les femmes et les filles paient un très lourd tribut pendant les conflits. Qu'est-il prévu, si quelque chose est prévu, pour à la fois les protéger et les intégrer à la stratégie que vous présentez? Je crois que la question de femmes et de filles est une question qui nous préoccupe tous au plus haut point, le président de la République en premier. Je crois que justement, si on a voulu prendre une mesure si radicale, c'est pour arriver à créer un cadre de protection pour tout le monde. Et je crois que dans ce qui s'est fait et dans ce que notre armée fait régulièrement, il y a une attention qui est faite sur cette question des femmes, parce qu'on a beaucoup parlé des violences basées sur le genre,
On a beaucoup parlé de violences sexuelles. À un certain moment, on disait de notre pays que c'était même la capitale mondiale du viol. Je pense que si vous regardez cette époque et à aujourd'hui, vous verrez qu'il y a eu une bonne évolution. On a eu des conseillères spéciales chargées des violences sexuelles. Il y a une conseillère spéciale chargée des femmes. Moi-même, demain, je vais aller au centre, au Calling Center, je crois, d'une initiative qui s'occupe de ces questions de violence sur les femmes basées sur le genre. Il y a un effort qui est fait. On avait entendu qu'il y avait des militaires qui sont accusés des violés ou des choses comme ça. Je crois qu'il y avait des actions disciplinaires qui étaient engagées et que dans le cas de ce qui s'est mis en place, la justice militaire servira encore plus durement pour ceux qui verseraient dans ce type de pratiques. Je crois que nos femmes et nos jeunes filles doivent être rassurées que dans les opérations qui seront en cours, la protection sera bien en place. Mon général, un mot? Je pourrais rassurer notre consoeur. Il y a dans ce pays ce qu'on appelle la loi. Une loi spécifique ou le plan d'action. Une loi qui a débouché sur le plan d'action qui combat avec véhémence et la dernière énergie tout acte allant dans le sens de ce que vous dénoncez. Et c'est grâce à cette loi-là, à ce plan d'action-là, que nous sommes même dans le monde entier considérés comme le modèle de pays qui a le premier pionnier dans la lutte contre les violences faites aux gens, les violences faites à la femme. Et grâce à cette loi, nous ne sommes plus épinglés comme le pays où il y a trop de violences ou de violences faites à telle ou telle catégorie, mais plutôt un pays qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver, si pas éradiquer, mais au moins à en atténuer les effets. Et nous sommes sur un bon chemin. Tous les observateurs, y compris ceux qui critiquaient très fortement hier notre action, ils sont aujourd'hui en train de dire c'est les meilleurs élèves de ces programmes, c'est les pionniers dans ce texte, et ce programme d'action est appliqué dans d'autres pays. Figurez-vous, même ici à côté, en Centrafrique, le modèle vient d'ici. Merci. Monsieur le commissaire supérieur. Je pensais à l'instant que vous aviez les dossiers de presse pour que vous puissiez vous en apercevoir que, en tout cas, ces droits-là et libertés garanties par la loi fondamentale a été expressément indiqué qu'ils ne pouvaient pas être dérogés ni par ceux qui ont le pouvoir de gestion de police ainsi que de mettre de l'ordre, des opérations, voilà tout, et les policiers. Moi je pense que le cadre qui a été tracé par l'acte réglementaire exceptionnel nous met à l'aise, nous et vous. Je pense qu'aller en dehors de ce cadre-là, c'est chercher à ne pas regarder la face. Et donc, ce texte réglementaire d'exception est plus parlant en soi-même qu'une certaine interprétation. Voilà. Sonia Rollet. Sonia Rollet de RFI. J'aurais deux types de préoccupations. La première, c'est par rapport à la faisabilité en fait, de l'état de siège avec les autorités militaires et policières qui vont se retrouver à faire beaucoup de choses que faisaient les civils auparavant. Or, on sait très bien que vous avez assez peu pas suffisamment toujours de moyens ou même de personnel pour arriver à tout faire. Comment vous allez faire pour à la fois gérer la justice du quotidien, gérer aussi, parce que les gouverneurs militaires vont bien devoir gérer les problèmes du quotidien des citoyens comme le faisaient les civils. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça ne va pas plomber votre charge de travail alors que vous devez déjà combattre contre les groupes armés? Ça, c'est la première question pour la police, pour l'armée et pour la justice militaire. La deuxième question, c'est par rapport à ce que vous disiez en expliquant que, justement, il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits par les FARDC et par la police pour essayer que ceux qui sont responsables des crimes soient jugés. Et pourtant, au Nord Kivu et en Ituri, on retrouve beaucoup d'officiers, enfin on en retrouve une bonne dizaine au moins, qui font l'objet soit de mandats d'arrêt de la justice militaire non exécutés, soit qui ont des dossiers qui ont été ouverts et pour des choses graves, parfois allant jusqu'à non-protection des civils, viol, exaction. Donc la question que je pose, c'est
est-ce que vous allez faire ou regarder de près le statut de toutes ces troupes pour que, effectivement, on n'ait pas un commandant des opérations qui soit accusé de viol quelque part par un auditorat sur un dossier qui peut peut-être être ancien, ou un ancien chef d'opération pour lequel c'est le cas aussi, parce qu'on a quand même des cas comme ça, il y en a qui existent dans ces troupes-là, en particulier pour toutes celles qui ont œuvré sur le Kasaï et pour lesquelles il y a des dossiers qui sont à l'heure actuelle en cours. Mais aussi pour le massacre de Kichanga, pour l'assassinat du patron d'héritier de la justice, et pour aussi des affaires de viol dans le Tanganyika et dans le Sud-Kivu. Je veux commencer la réponse et le général va continuer. Je crois qu'ici, on doit préciser que l'état de siège est une situation temporaire. Est une situation temporaire qui vient parce qu'il y a une menace à l'intégrité territoriale. C'est un état d'exception qui requiert de mesures exceptionnelles. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des perturbations dans le fonctionnement régulier de la province, parce que nous sommes dans un état qui requiert que les autorités militaires et policières puissent prendre le relais des autorités civiles. Ceci dit, je ne suis pas sûr que les autorités militaires et policières qui seront à la tête des provinces ne travailleront qu'avec des militaires pour des questions administratives. On ne dit pas ici que toutes les chaînes, tous les chaînons administratifs sera occupé par les militaires. Je crois qu'il y aura des mesures et nous communiquerons là-dessus dès qu'ils seront nommés, quand ils seront installés, pour vous dire comment les choses vont fonctionner. Mais la volonté politique ici est d'arriver à mettre fin à toute cette situation de guerre et de menaces pour revenir à une situation normale. Pour les autres cas, je sais que vous adorez les sujets, mais il faut regarder les choses avec un autre angle. Ça veut dire qu'il y a des officiers, et l'état-major général l'a reconnu, parce qu'il y a des procès qui sont en cours. Si vous connaissez des cas spécifiques qui sont dans les questions judiciaires, vous pouvez nous les faire parvenir. On fera un peu plus attention. Mais ici, il faut regarder l'armée dans la composante positive, parce qu'il y a des officiers supérieurs et des généraux qui, au-delà du contexte, malgré la faiblesse des moyens logistiques, se déploient et font preuve de patriotisme pour nous protéger. Ici, nous sommes dans une dynamique qui veut aller vers la reconstruction nationale, vers le développement du pays. Nous devons passer par mettre fin à la guerre pour y arriver. Et donc, il faut considérer que la volonté politique y est et que tout sera mis en place pour que justice soit faite, pour que tous ceux qui, civils, militaires, miliciens ou qui que ce soit, qui se permet des actes de violation de droits de l'homme, puissent en répondre devant la justice. Bon, général. Bien. C'est des questions auxquelles nous avons toujours pour donner des réponses. Vous savez, il ne suffit pas de déclarer ou de faire une dénonciation pour que X, Y devienne automatiquement coupable. Malheureusement, dans notre pays, la plupart des militaires cités dans des cas sont victimes de la dénonciation. Et quand on attend des preuves, elles ne viennent jamais. Mais par contre, pour ceux qui sont auteurs des actes répréhensibles, bien identifiés, la justice militaire s'occupe d'eux comme prévoit la loi. Et là, il n'y a pas de débat. Voilà, excellent, ça s'arrête là. Voilà, on va terminer. Jean-Marie Kassamba. Ah, vous n'avez pas répondu à la question. Je voulais dire à Sonia Jessie, on a fait combien de temps que... Ben, je veux dire à Sonia que... Monsieur le commissaire supérieur. Oui, que le Parlement ainsi que la Cour constitutionnelle savent que ce sont des droits et libertés garantis qui se trouvent dans la loi fondamentale qui ont été énervés. Certains droits et certaines libertés. C'est qu'après 30 jours de durée, ils évaluent pour voir est-ce qu'il y a encore l'escalade de la violence, l'intensité de la violence, ou c'est en deçà, pour qu'ils prennent la possibilité de proroger de 15 jours ou de prendre
une loi pour complètement mettre fin à l'état de siège. Donc il y a déjà une garantie de la part de la Constitution. Ça, c'est la première chose. Et des deux, la topographie des hostilités ne vous renseigne pas qu'il s'agit d'une guerre conventionnelle. N'est-ce pas? Et asymétrique. Et donc, il y a la vie, mais qui doit être réglementée de façon exceptionnelle. Parce que ceux qui avaient le pouvoir de le régler, de le gérer, ont failli, j'ai eu à le dire. C'est comme ça que, de par le garant de la nation, il a pris un régime de défense pour restaurer l'état ante delictum. Pour qu'on revienne à la quiétude qui a été rompue. Et donc je pense que Sonia, vous serez des nôtres. Et je vous connais très bien quand vous voulez prendre des faits et causes pour nous aider à ce que nous puissions terminer ces hostilités-là, vous le ferez. Bien dit. Alors, Jean-Marie Kassamba, une question. Et puis une requête spéciale en Swahili pour Trésor Kiombo. Et puis on va souffrir parce que rendez-vous, ce n'est que le premier d'une série. Nous aurons le temps de rattraper. Donc je solliciterai votre indulgence parce qu'on est en direct à la fois sur Top Congo, sur la RTT et d'autres médias. Il faut qu'on libère le temps d'antenne. Donc nous aurons le temps de revenir. Merci Monsieur le ministre et porte-parole. D'abord, félicitations pour cet exercice dans un cadre un peu aseptisé. Ça nous change du côté heuristique d'autrefois. Question, tout le monde sait que cette guerre, elle n'est pas congolaise. Elle est faite par procuration par le pays de la sous-région et les multinationales. On a vu l'agitation de certains médias lorsqu'il a été annoncé que ça va se passer de cette manière-là. Est-ce qu'on a un task force diplomatique d'abord, de la collaboration franche de nos collègues, enfin nos voisins, et puis de l'hypocrisie parfois des autochtones qui pourront pendant 30 jours ou pendant 45 jours se planquer et puis aussitôt fini, ils reprennent la même besogne. Deuxième question, courte. Cette opération n'était pas prévue au budget. Est-ce qu'on a l'idée de combien ça va coûter? Est-ce que c'est disponible? Dès jeudi, on va décaisser combien? Je ne demande pas les détails. Voilà pour ma petite curiosité. Merci. Je commence par la deuxième question. Je crois qu'il y a la décision qui a été annoncée a été mûrie et réfléchie. Malheureusement, vous êtes témoin de la situation politique de ce pays. Vous savez que pendant 20 ans, l'essentiel de notre budget est passé par là. Si pour cette période, ça peut nous offrir une perspective pour en finir une fois pour toutes, même s'il faut mettre la moitié du budget, on les mettra. Le Premier ministre Sama Lukonde, les collègues qui sont chargés des budgets finances et leurs collègues de la défense, je suis sûr qu'ils y travaillent. Le moment venu, il y aura un collectif budgétaire et il y aura sûrement moyen de vérifier ce qui aurait pu être affecté. Vous dites que cette guerre n'est pas congolaise, mais on ne peut pas faire la guerre au Congo sans qu'il y ait des complicités en interne. Je crois que si aujourd'hui le président de la République a pris cette décision et il a donné mandat des perquisitions, je souhaiterais que chacun de nous puisse lire l'ordonnance. Mandat des perquisitions, je crois que le commissaire supérieur en parlait tout à l'heure. Tous ces hypocrites, il y a des renseignements. Il y a des informations qui ont été données. La décision souveraine que le chef de l'État a prise, il a pris sur base de faits démontrés. Et donc ici, c'est aussi l'occasion de vous inviter, vous les médias, parce que il ne faut pas considérer là. Je serai les derniers à vouloir m'aliéner votre indépendance. Mais il faut considérer que nous sommes en un moment particulier où nous avons des défis énormes comme pays et qu'il est important que vous aussi, dans ce qui vous concerne, vous contribuez dans ce qui va se faire. Nous aurons dans les jours qui viennent des petites réunions pour discuter de la faisabilité pour que justement les gens se reprennent un peu le goût patriotique. Les gens sachent, que les gens se rappellent que le pays c'est sa première famille et qu'il faut à tout prix le protéger, quelles que soient les sollicitations qui peuvent venir d'à gauche ou d'à droite. Mon général. Excellence, par moment, je me dis qu'il faudrait peut-être rappeler à la grande communauté de communication qui est ici
que l'essentiel pour nous, en cet instant, c'est de faire une communication citoyenne. Une communication citoyenne. La guerre qui est faite au Congo, ou contre le Congo, n'est pas faite contre le Nord Kivu, contre le Sud Kivu, contre le Katanga, contre le Haut-Katanga. La guerre est faite contre les Congos. Et donc nous avons tous ici le devoir, en tant que Congolais, de contribuer à la victoire finale. Nous devons contribuer à l'éradication totale, immédiate, des forces négatives qui sont auteurs de l'insécurité à l'est du pays. Dans nos écrits au quotidien, dans nos prises de parole, dans nos prises de position, dans les réseaux sociaux, ce que nous écrivons, ce que nous disons, doit aller dans le sens de ramener la paix, de renforcer la concorde et la cohésion nationale, d'amener le Congolais à soutenir à 1000%, pourquoi pas, les forces armées. Parce qu'une armée ne gagne que quand elle est soutenue par sa population. Et c'est la population qui est la première source d'information. Où elle adhère et vous gagnez, où elle n'adhère pas et vous ne gagnez pas. Or, c'est vous ici, chers confrères, chers consoeurs, c'est vous qui faites l'opinion. Mais si vous la faites dans le sens d'aller vers la victoire totale et finale, mais nous gagnons. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes la troisième colonne à ce moment, vous serez traité comme tel. Excusez-moi. Il faudrait que dans vos écrits, que dans vos émissions, Son Excellence a parlé des actions futures. Les émissions que nous allons devoir concevoir et diffuser, ces émissions-là doivent être axées sur la restauration de la paix, le renforcement de la cohésion, la concorde nationale, le soutien total à l'armée. Le chef de l'État commandant suprême a parlé de la mobilisation. Mais mobilisons-nous comme un seul homme. Et ce pouvoir de mobiliser les gens, vous l'avez, vous qui êtes là. Vous le détenez entre les mains, entre la parole. Vous le détenez entre vos bigues, vos papiers. Mais faisons-le. Et l'histoire retiendra qu'à un moment donné de l'histoire du Congo, les médias ont été l'un des facteurs essentiels de la victoire sur les forces du mal. Merci. Trésor Kiombo Swahili, mon général, utamjibu Swahili yangu mbaya. Je vais essayer. C'est possible. Batu ya Nord Kivu na Ituri banapenda kujua kama mabadiliko nini itafika kwabo. Concrètement, quel changement? Bon, hivi bajue kitu kwanza bataishi vile zamani. Mais kenye kitabariki ni hiki, kitabadilika ni hiki. Gouverneur atakuwa jeshi, vice-gouverneur jeshi ama policier. Maire de la ville, ville atakuwa kijeshi. L'administrateur des territoires, ma directeur urbain, bote batakuwa bajeshi ou bien ba policier. Ya kwanza. Ya pili, kama banasoma mzuri ordonnance présidentielle ilitoka juu ya kuinstaurer état de siège, batajua kitu kani hawezi kufanya na kitu kani bataendelea kufanya. Bakisahabu bakifanya bibaya, justice itakuwa pale, justice militaire, kwani hakutakuwa tena justice civile. Hii wakati pendant 30 jours itakuwa mpaka justice militaire, ndio itaanza kufuata kila mtu kujua kama anafanya vibaya, banamuita, banamuuliza. Kama hana kitu, ama hakufanya kitu kibaya, anatoka. Mais kama anafanya vibaya, batamuuliza et il devra payer le prix. Parce que quand on énerve la loi, ujue, même le système entier cesse de fonctionner normalement. Je peux m'arrêter là parce que les Swahili, c'est pas très évident. Atacha vita, mutamuingiza mjeshi wetu, mutamurumia. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver? Non. Je crois que vous avez entendu toute la question. Je crois que le système
le chef de l'État, en tant que commandant suprême, a lancé un appel en direction de tous les groupes armés qu'ils déposent les armes qui se rendent pendant qu'il est encore temps. S'ils ne déposent pas les armes et se rendent sans condition, nous irons les y contraindre par la force, nous en avons les moyens. Voilà, c'est sur ces mots du général Kassonga que nous allons terminer cette première rencontre. Merci au commissaire supérieur, merci au général pour leur disponibilité. Merci à vous aussi, médias, de vous être déplacés dans ce format nouveau. On va essayer d'améliorer parce que nous venons d'arriver. La volonté politique est là, je le disais hier à l'occasion de la journée de la liberté de la presse, pour que nous puissions aller en nous professionnalisant. À la fois nous comme institution publique, à la fois vous comme médias. Je crois que nous commençons avec ces baptêmes de feu parce qu'il faut gérer cette question d'état de siège, mais c'est bien parce que ça va nous aider à mieux appréhender ces questions. Nous aurons un peu plus d'intérêt sur les questions militaires. Moi et le général Eka Samba, nous sommes passés par les collèges de hautes études et stratégies de défense. Je vois aussi Mimi Moulongo qui est passé par là ou qui passe par là. Je crois que c'est une initiative qui nous permet de mieux appréhender les questions du pays. On vous reviendra bientôt pour des sujets maintenant spécifiques. On ira un peu plus dans les détails, un peu plus pour certains médias, pour avoir un message adapté. Parce qu'il est question de démontrer à nos frères du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui font partie d'un corps, que ce qui les touche, nous touche aussi au plus haut point. C'est justement pour ça que le Congo est toujours aussi grand dans sa superficie, parce qu'il y a toujours cette fibre qui nous caractérise, et c'est cette fibre-là que nous voulons en ce moment pour que nous puissions voir si cette fois-ci, ce sera la bonne pour mettre fin à cette situation de guerre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers la télé, la radio. Nous nous retrouverons prochainement. Merci. Voilà, merci.